Tu as vu les os dans les musées, mais voir un squelette ne te raconte pas l'histoire réelle. Il ne te dit pas comment un animal de 77 tonnes survit dans une forêt sans manger chaque arbre en une semaine. Il n'explique pas comment un cœur pompe le sang à travers un coup de 40 pieds sans faire éclater un vaisseau sanguin. Oui, à propos de cela, l'ingénierie à l'intérieur d'un titanosaure est plus complexe qu'un pont suspendu. Retournons aux plaines alluviales de la Patagonie pour retracer la vie de la créature la plus grande qui ait jamais existé. Mais attention, car la façon dont ces choses ont grandi est choquante. Cela commence avec un œuf de la taille d'un pamplemousse. La serre surdimensionnée de la Terre. La ligne du temps est la période du Crétacé tardif, spécifiquement entre 97 et 93,5 millions d'années en arrière. La location est la formation Winkul dans ce qui est aujourd'hui la Patagonie, Argentine. Mais à cette époque, la carte était totalement différente. Le supercontinent Gondwana se séparait. L'Amérique du Sud s'était détachée de l'Afrique et l'océan Atlantique commençait à peine à s'élargir. Cet isolement a transformé l'Amérique du Sud en un laboratoire biologique massif. Fondamentalement, c'est devenu un continent-île où l'évolution est devenue totalement incontrôlable. Le climat était intense. C'était une terre serre. Il n'y avait pas de calottes glaciaires au pôle. Les températures moyennes étaient beaucoup plus élevées qu'aujourd'hui. En Patagonie, le paysage était un mélange de déserts semi-arides et d'immenses plaines alluviales traversées par des rivers tressés, des rivières, qui se divisaient en multiples canaux à travers une vallée de grès jaunâtre. Les moussons saisonnières frappèrent cette zone avec force. Pendant des mois, c'était sec et poussiéreux. Puis, les pluies arrivaient, transformant les vallées en zones vertes luxuriantes remplies de fougères, de conifères et des premières plantes à fleurs. Ce cycle spécifique de climat de boom et buste est crucial. C'est exactement pourquoi nous avons les fossiles aujourd'hui. Les inondations soudaines noyèrent les animaux et les enterraient instantanément dans la boue, les préservant pendant des millions d'années. Dans cet environnement, un groupe spécifique de dinosaures a pris le contrôle, les sauropodes. Mais pas n'importe quel sauropode, c'étaient les titanosaures, et c'est le moins qu'on puisse dire. Nous parlons de l'Argentinosaurus huanculensis. Ce n'était pas seulement un animal, c'était un monument biologique. Alors voici l'affaire avec la taille. Les paléontologues estiment que l'Argentinosaurus mesurait entre 100 et 115 pieds de long. Pour mettre cela en perspective, c'est plus long qu'un terrain de basket standard de la NBA. Si ce dinosaure marchait dans une rue de banlieue, sa tête regarderait par les fenêtres d'un appartement du 4e étage. Mais la longueur n'est pas la partie folle. C'est la masse. Les estimations placent le poids de l'Argentinosaurus entre 70 et 88 tonnes. Faisons les calculs là-dessus. Un éléphant de savane africain moderne pèse environ 6 tonnes. Cela signifie qu'un Argentinosaurus pesait autant que 14 éléphants combinés. Ou, pensez-y de cette façon, un Boeing 737-900 pèse environ 47 tonnes à vide. Cet animal était presque 2 fois plus lourd qu'un avion commercial et il marchait sur 4 pattes. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient qu'un animal si grand devait vivre dans l'eau pour supporter son poids. Ils pensaient que la gravité écraserait ses articulations sur Terre. Mais le registre fossile dans la formation Winkul prouve qu'ils étaient 100% terrestres. Ils marchèrent sur la terre ferme. Cela nous amène au plus grand problème auquel ces animaux faisaient face, la gravité. Comment construis-tu une machine biologique qui pèse 80 tonnes mais ne s'effondre pas? L'évolution a dû concevoir des solutions sauvages. Cependant, ce n'est pas si simple. Tu ne peux pas simplement rendre les os plus grands parce qu'alors les os eux-mêmes deviennent trop lourds à bouger. C'est un paradoxe. La solution a été trouvée à l'intérieur des vertèbres. Quand les paléontologues ont observé les os spinaux de l'Argentinosaurus, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Les os n'étaient pas solides. Ils étaient pneumatisés. Fondamentalement, ils étaient remplis de poches d'air. C'est la même technologie biologique que les oiseaux utilisent aujourd'hui. Les os du cou et du dos de ces géants étaient remplis de cavités. Cela a réduit la densité de l'os à environ 0,8 kg par litre. Pour le contexte, l'os solide est beaucoup plus dense. Cette stratégie tête d'air a allégé le squelette d'environ 8 à 10% sans sacrifier la force. C'est comme la différence entre une poutre en acier solide et une poutre en I utilisée dans la construction. La poutre en I est plus légère mais tout aussi forte à cause de sa forme. Mais les membres étaient une histoire différente. Les pattes devaient supporter ce poids écrasant de 80 tonnes.
Le fémur de l'Argentinosaurus est un chef-d'œuvre de l'ingénierie naturelle. Un fémur récupéré mesurait 8,2 pieds de haut. C'est un seul os plus grand que tout humain ayant jamais vécu. La structure de ses membres était colonnaire. Pensez aux colonnes de temples grecs. Ils se tenaient verticalement droits sous le corps. C'est différent des lézards, dont les pattes s'étendent sur les côtés. En empilant les os en une ligne verticale droite, les titanosaures comptèrent sur la force de l'os plutôt que sur la puissance musculaire pour se tenir debout. C'est un système de support passif. Les articulations devaient être rembourrées ou elles seraient réduites en poudre. Les preuves suggèrent que ces articulations étaient couvertes de couches massives de cartilage, peut-être des pouces d'épaisseur, pour agir comme amortisseurs. Les pieds étaient aussi spécialisés. Ils étaient semi-digitigrades, ce qui signifie qu'ils marchaient sur les orteils, mais les orteils étaient supportés par un coussin charnu massif au talon, exactement comme le pied d'un éléphant, mais à plus grande échelle. Ce coussin absorbait l'impact de chaque pas. Et comprenez ceci, la pression était si élevée que s'ils n'avaient pas ces coussins, les os des pieds se fractureraient probablement sous le stress de la marche. Il y a un autre géant dans cette histoire, trouvé dans la province de Chubut, juste au sud de où vivait l'Argentinosaurus. Celui-ci s'appelle Patagotitan majorum. Il a vécu il y a environ 101 millions d'années, un peu plus tôt. La découverte du Patagotitan était massive parce que les scientifiques en ont trouvé plus. Ils ont trouvé un fémur qui mesurait 7,8 pieds de long. Les estimations pour le Patagotitan le placent à 122 pieds de long et environ 77 tonnes. Il rivalise avec l'Argentinosaurus pour le titre de champion poids lourd. Cela prouve que être surdimensionné n'était pas un accident unique. C'était une tendance. Pendant le Crétacé moyen, quelque chose dans l'environnement, peut-être l'abondance de nourriture ou la menace de prédateurs, a poussé ces animaux à devenir de plus en plus grands. Ceci est connu comme la règle de Kopp en biologie, où les lignées tendent à augmenter la taille corporelle au cours du temps évolutif. Voici l'affaire avec la vitesse. Tu ne verras jamais un Patagotitan galoper. La physique ne fonctionne tout simplement pas. Les modèles biomécaniques suggèrent que leur vitesse maximale était d'environ 3 à 5 miles par heure. C'est une marche rapide pour un humain. Ils ne pouvaient pas courir. Courir nécessite une phase de suspension où tous les pieds sont hors du sol à la fois. Si un animal de 80 tonnes essayait de sauter, l'impact de l'atterrissage déchirerait ses pattes. Par conséquent, ils gardèrent toujours au moins une, habituellement 2 ou 3, pattes sur le sol à tout moment. Mais ils n'avaient pas besoin d'être rapides. Leur défense n'était pas la vitesse, c'était la taille. Une fois qu'ils atteignaient l'âge adulte, c'étaient des forteresses ambulantes, mais bouger 80 tonnes nécessite beaucoup d'énergie. Pour économiser des calories, leur anatomie a été ajustée pour l'efficacité. Le cou était l'outil ultime d'économie d'énergie. Le cou d'un Patagotitan ou Argentinosaurus pouvait être de 30 à 50 pieds de long. Certains parents, comme le Mamenchisaurus, avaient des coups avec jusqu'à 19 vertèbres. Mais voici le piège. Ils ne tenaient pas leur cou droit vers le haut comme une girafe, contrairement à ce que vous voyez dans les vieux films. La plupart du temps, le cou était tenu horizontalement ou à un léger angle. Cela fonctionnait comme le bras d'une grue. L'animal pouvait se tenir en un seul endroit et utiliser son cou pour balayer une zone massive de végétation. Il pouvait brouter un demi-cercle de 30 ou 40 pieds sans faire un seul pas. Ceci est crucial. Les pas coûtent de l'énergie. Balancer le cou coûte très peu. Ce style d'alimentation aspirateur leur permettait de maximiser l'apport calorique tout en minimisant le mouvement. Pour équilibrer ce cou massif, ils avaient une queue longue et lourde tenue hors du sol. Cela agissait comme un contrepoids. Le centre de gravité pour ces animaux était juste près des hanches, fournissant un point de pivot stable. Les membres avant et arrière avaient des travaux différents. Les pattes avant étaient actionnées par de puissants muscles abducteurs, aidant à diriger et supporter la poitrine. Les pattes arrière fournissaient la poussée. Les empreintes, trouvées dans des endroits comme la rivière Colville ou des empreintes en Patagonie, montrent qu'ils marchaient avec une démarche large. Leurs pattes étaient écartées pour fournir une large base de support, comme une table. Mais l'environnement n'était pas que des vallées chaudes. Nous avons des preuves d'espèces apparentées, comme le Dreadnoughtus, vivant dans des zones avec des systèmes fluviaux massifs. Le Dreadnoughtus est l'un des squelettes les plus complets jamais trouvés. Il pesait environ 65 tonnes. Son nom signifie littéralement « ne crains rien ». Et c'est exact. Avec 26 mètres de long, un adulte en bonne santé n'avait pas de prédateur naturel.
Cependant, tous les titanosaures ne vivaient pas dans des paradis tropicaux. La partie folle est que nous avons trouvé des preuves de ce type de dinosaures dans des endroits comme l'Alaska et l'Antarctique. La plupart des gens pensent que les dinosaures vivaient dans des marais et des jungles. Mais le registre fossile lance une balle courbe. Dans la formation Prince Creek dans le nord de l'Alaska, les scientifiques ont trouvé des fossiles d'un dinosaure à bec de canard appelé Ugrunaluk cookpicensis, mais ils ont aussi trouvé des preuves de sauropodes. 73 millions d'années en arrière, l'Alaska était encore plus au nord qu'aujourd'hui. C'était à l'intérieur du cercle arctique. Même dans le Crétacé plus chaud, cela signifiait que la région faisait face à des mois d'obscurité totale en hiver. Les températures tombaient à environ 14 à 50 degrés Fahrenheit. Il neigeait. Alors, comment un reptile géant survit-il à la neige? Cela soulève le grand débat. Était-il à sang froid ou à sang chaud? Les taux de croissance et la structure osseuse suggèrent fortement qu'ils étaient homéothermes, ou au moins gigantothermes. Les grands corps retiennent très bien la chaleur. Un animal de 80 tonnes a un volume énorme, mais une surface relativement petite, donc il retient la chaleur pendant longtemps. Il faudrait des semaines pour qu'un patagotitane refroidisse. Dans ces régions polaires, comme l'Antarctique ancien où vivait l'Ankylosaure antarctopelta, les titanosaures devaient faire face à une nourriture limitée en hiver. Les arbres perdèrent leurs feuilles. Certains scientifiques spéculent qu'ils auraient pu migrer sur des milliers de miles vers des zones plus chaudes, comme le font les caribous aujourd'hui. Mais les empreintes dans les plaines alluviales boueuses en Alaska suggèrent que certains troupeaux restaient toute l'année. Ils auraient pu survivre en mangeant de l'écorce et des fougères de faible qualité, comptant sur leurs réserves massives de graisse. Ou, comprenez ceci, certaines espèces de dinosaures plus petits pourraient avoir hiberné. Bien que nous n'ayons pas de preuves directes que l'Argentinosaurus hibernait, les lignes dans leurs os montrent que leur croissance s'arrêtait ou ralentissait saisonnièrement. Cela prouve que leur corps réagissait au changement de saison. L'idée d'un titanosaure marchant à travers une tempête de neige sous l'aurore boréale semble de la science-fiction, mais la géologie le soutient. La planète était diverse, et ces animaux se sont adaptés à presque tous les biomes terrestres, des plaines alluviales de rivières tressées d'Argentine aux forêts gelées des pôles. Mais avant que n'importe lequel d'entre eux puisse devenir ces léviathans de 80 tonnes, ils devaient survivre à la période la plus dangereuse de leur vie, l'enfance. La différence de taille entre un bébé titanosaure et un adulte est la courbe de croissance la plus extrême dans l'histoire des amniotes. Cela commence avec un œuf. Sur des sites comme Aucamahuevo en Patagonie, des milliers d'œufs sont été trouvés. Ces œufs sont étonnamment petits, environ de 4 à 5 litres de volume, plus ou moins de la taille d'un pamplemousse ou d'une boule de bowling. Ils ne pouvaient pas être plus grands parce que la coquille devrait être trop épaisse pour supporter son propre poids, ce qui empêcherait l'oxygène d'atteindre l'embryon. Quand un bébé Argentinosaurus éclosait, il était minuscule. Il mesurait peut-être 3 pieds de long et pesait environ 11 livres. Maintenant, faites les calculs. Si bébé doit grandir de 11 livres à 176 000 livres, c'est une augmentation de 5 ordres de grandeur. Un bébé humain grandit peut-être 20 fois son poids de naissance pour devenir adulte. Un titanosaure a grandi 16 000 fois son poids de naissance. Cela nécessitait un métabolisme qui était fondamentalement un fort. La histologie révèle de l'os fibrolamellaire. C'est un type de tissu osseux qui se dépose de manière très désorganisée et très rapide. C'est le même type d'os que vous voyez chez les mammifères et les oiseaux qui grandissent rapidement aujourd'hui, pas chez les reptiles à croissance lente. Cela confirme qu'ils grandissaient en vite, incroyablement vite. Nous parlons de gagner 20 à 80 livres par jour pendant leur pic de croissance. Mais être petit au Crétacé était une condamnation à mort. Les lits fossiles dans la formation Huincul contiennent aussi des prédateurs. L'un des plus effrayants était le Mapusaurus, qui était un carcharodontosauride, un lézard à dents de requin. Le Mapusaurus grandissait jusqu'à 40 pieds de long. Un seul Mapusaurus ne pouvait pas abattre un Argentinosaurus adulte en bonne santé, si serait comme un coyote essayant d'attaquer un char. Mais un bébé Argentinosaurus, c'était une écolation. La stratégie de survie pour les bébés était grandir ou mourir. Ils devaient manger constamment. Les juvéniles avaient des dents légèrement différentes des adultes, suggérant qu'ils mangeaient des plantes différentes, peut-être des mauvaises herbes plus douces, pour éviter de concurrencer les adultes.
Parce qu'ils étaient si petits et vulnérables, les taux de mortalité étaient astronomiques. On estimait que d'une couvée d'œufs, peut-être seulement un ou deux survivraient jusqu'à l'âge adulte. C'est ce qu'on appelait la stratégie de sélection A, produire autant de petites que possible, investir zéro sur un parental, et espérer que quelques-uns survivent par pure chance. Mais pour les quelques chanceux qui survivaient à l'épreuve des 10 premières années, ils commençaient à se transformer, leur peau durcissait, certains titanosaures développaient des ostéodermes, des plaques osseuses dans leur peau qui agissaient comme une côte de maille. Au moment où ils atteignaient leurs années adolescentes, environ 10 à 15 ans, ils étaient déjà plus grands que tout autre animal dans leur écosystème. Ils devenaient les mangeurs du monde. Et pour nourrir un corps si grand, la quantité de nourriture dont ils avaient besoin était absolument stupéfiante. Le bouffer à haut risque. Parlons de nombres. Pour maintenir en vie un animal de la taille de l'Argentinosaurus, un animal qui pesait environ 176 000 livres, les besoins en énergie sont astronomiques. Mais ici n'est pas si simple cependant. Tu pourrais penser qu'ils avaient besoin de millions de calories. Mais leur métabolisme était probablement inertiel. Ils ne brûlaient pas l'énergie aussi vite qu'un colibri ou une souris. Ils la brûlaient lentement et régulièrement. Même avec un métabolisme lent, les scientifiques estiment qu'un titanosaure pleinement développé avait besoin d'environ 100 000 à 120 000 calories chaque jour juste pour maintenir son taux métabolique basal. C'est l'énergie requise juste pour exister, respirer et pomper le sang. S'ils marchaient, s'accouplaient ou grandissaient, si nombre augmentait. Pour obtenir 600 000 calories, ils devaient manger de la pure masse. Les estimations suggèrent qu'un adulte avait besoin de consommer entre 200 et 600 livres de matière végétale et fraîche quotidiennement. Imagine une tasse de feuilles et de branches qui pesaient autant qu'une grosse moto. Maintenant, imagine manger cette moto entière. Chaque jour, pendant 100 ans, voici le piège, la qualité de la nourriture était mauvaise. Au Crétacé tardif, les herbes que nous voyons aujourd'hui n'existaient vraiment pas dans de vastes prairies. Le paysage était dominé par des gymnospermes, conifères, cicadales et fougères. Ces plantes sont dures, elles sont pleines de lignine et de cellulose, qui sont incroyablement difficiles à digérer. Les études modernes sur des fossiles vivants, comme l'arbre Araucaria, que ces dinosaures mangeaient définitivement, montrant que les feuilles sont épaisses, pointueuses et fibreuses. Elles ont une teneur en protéines très faible comparée aux plantes à fleurs modernes. Ainsi, les titanosaures faisaient face à un dilemme de qualité versus quantité. Étant donné que la nourriture était de faible qualité, ils devaient opter pour la quantité maximale. Ils sont devenus des mangeurs en vrac. Ils ne pouvaient pas se permettre d'être difficiles. Ils devaient être des tondeuses à gazon biologiques. Cela les obligeait à être actifs pendant de grandes parties de la journée. Les paléontologues calculent que pour mettre 500 livres de nourriture dans une petite bouche, ils passaient probablement 16 à 18 heures par jour à ne rien faire d'autre que manger. Ils n'avaient pas le temps pour des siestes, ils n'avaient pas le temps pour jouer. Leur existence entière était une quête implacable de carbone, et l'atmosphère jouait un énorme rôle ici. Les niveaux de dioxyde de carbone étaient beaucoup plus élevés au Crétacé, parfois 4 à 5 fois plus élevés qu'aujourd'hui. Cela faisait pousser les plantes incroyablement vite. C'était bon parce que les forêts se reconstituaient rapidement. Mais voici la partie folle. Le haut dioxyde de carbone fait pousser les plantes plus grandes, mais diluer leurs nutriments. C'est ce qu'on appelle l'effet de fertilisation par CO2. Les plantes étaient plus grandes, mais avaient moins d'azote et de protéines par bouchée. Ainsi, les titanosaures vivaient dans un bol de salade constamment rempli. Mais la salade était surtout des calories vides. Pour survivre, ils devaient traiter des volumes de matériaux qui feraient éclater l'estomac de n'importe quel mammifère moderne, et ils devaient le faire sans l'outil unique sur lequel comptent la plupart des herbivores, mâche. Si vous regardez le crâne d'un Patagotitano dreadnoughtus, vous remarquez immédiatement quelque chose d'étrange, la tête est minuscule.
Elle est comiquement petite comparée au corps. Le crâne est à peu près de la taille de la tête d'un cheval, assis sur un corps de la taille d'un bâtiment. Dans cette bouche, vous ne trouverez pas les molaires platées et broyeuses d'une vache ou d'un cheval. Les mammifères mâchent leur nourriture pour décomposer les parois cellulaires des plantes et pouvoir les digérer. Les titanosaures ne faisaient pas cela, ils ne pouvaient pas. Leurs dents avaient la forme de crayon ou de cheville ou de cuillère légèrement plus épaisses. Si ils dents étaient inutiles pour moudre, elles étaient conçues pour une chose, effouiller. Le mouvement d'alimentation était simple. Ils fermaient la bouche sur une branche, serraient les mâchoires et tiraient leur tête en arrière. Les dents agissaient comme un râteau, arrachant toutes les feuilles et petites brindilles de la branche. Ensuite, ils l'avalaient entier. Ne pas mâcher signifie ne pas perdre de temps. Une vache passe des heures à mâcher son bol alimentaire. Un titanosaure avalait simplement. Cela leur permettait d'ingérer de la nourriture à une vitesse physiquement impossible pour les mammifères, qui était une chaîne de montage de consommation. Mais parce que leurs dents étaient utilisées comme des râteaux contre des branches ligneuses et dures, elles s'usaient incroyablement vite. Mais la nature avait une solution. Les tomodensitométries des mâchoires de sauropodes révèlent des batteries de dents de remplacement empilées à l'intérieur de l'os de la mâchoire. Fondamentalement, un titanosaure était une usine à dents. Pour certaines espèces, une dent pouvait durer seulement 30 à 60 jours avant de tomber et d'être remplacée par une nouvelle. Il perdait constamment des dents dans le paysage. Ainsi, vous avez 500 livres de branches ligneuses et épineuses non mâchées assises dans l'estomac. Comment digérez-vous cela? Pendant des décennies, les scientifiques pensaient qu'ils utilisaient des gastrolites. Ce sont des pierres polies trouvées dans la zone de l'estomac de certains squelettes de dinosaures. La théorie était que, comme les oiseaux modernes, les dinosaures avalèrent des roches qui s'agitaient dans l'estomac pour broyer la nourriture. Mais voici le piège. Dans de nombreux fossiles de titanosaures, nous ne trouvons pas ces grands lits de pierre. Ou du moins, pas assez pour broyer 500 livres de nourriture par jour. Le consensus actuel est en train de changer. Bien que certains aient pu utiliser des pierres, le vrai travail n'était pas fait par les roches. Il était fait par la chimie. L'estomac et les intestins d'un titanosaure étaient essentiellement une cuve de fermentation massive. Nous parlons d'un tube digestif qui pourrait avoir eu 100 à 150 pieds de long. Une fois que la nourriture atteignait l'intestin, elle y restait. C'est ce qu'on appelle une rétention intestinale longue. La nourriture pourrait être restée à l'intérieur du dinosaure jusqu'à 2 semaines. Dans cet environnement sombre et sans oxygène, des milliards de bactéries symbiotiques décomposaient la cellulose dure. C'était un processus de cuisson lente. L'énorme taille de l'animal lui permettait de garder la nourriture dans le four assez longtemps pour extraire chaque calorie. Mais ce processus de fermentation venait avec un effet secondaire volatile, du gaz. Soyons réalistes sur la biologie. La fermentation produit du gaz, du méthane pour être spécifique. Quand vous mettez cela à l'échelle d'un animal de 80 tonnes mangeant 500 livres de biomasse, le résultat est stupéfiant. Certains scientifiques ont réellement calculé la production de méthane des sauropodes. Une étude publiée dans Current Biology a estimé que la population globale de sauropodes pourrait avoir produit 520 millions de tonnes de méthane par an. Pour mettre cela en perspective, c'est à peu près la même quantité de méthane produite par toutes les sources naturelles et artificielles aujourd'hui combinées. Ces animaux étaient des bioréacteurs vivants et respirants. Certains paléoclimatologues suggèrent même que les dinosaures eux-mêmes ont aidé à maintenir la planète chaude. Le méthane est un puissant gaz à effet de serre. Leur digestion pourrait avoir contribué au climat serre du Crétacé. Mais la fermentation ne produisait pas seulement du gaz, elle produisait de la chaleur. Et cela mène à l'un des plus grands dangers auxquels ces animaux faisaient face, la surchauffe. C'est un problème de physique, ça s'appelle la loi du carré cube. À mesure qu'un objet devient plus grand, son volume croît beaucoup plus vite que sa surface. Un titanosaure de 80 tonnes avait un volume interne massif générant de la chaleur du mouvement musculaire et de cette énorme cuve de fermentation dans ses intestins. Mais par rapport à sa taille, il avait très peu de peau pour laisser échapper cette chaleur. Si un titanosaure courait comme un guépard, il surchaufferait littéralement rapidement. Sa température corporelle interne monterait en flèche, les enzymes se dénatureraient et il mourrait d'un coup de chaleur. Alors, comment restait-il au frais?
Premièrement, ils étaient paresseux. Comme nous l'avons mentionné, ils se déplaçaient lentement. Cela minimisait la chaleur résiduelle des muscles. Deuxièmement, ils avaient probablement un système de climatisation interne. Vous vous souvenez de ces os pneumatisés? Les vertèbres creuses étaient connectées à un système de sac aérien similaire aux oiseaux. Cela permettait à l'air de circuler non seulement dans les poumons, mais à travers le squelette lui-même. Quand un titanosaure respirait, de l'air frais et cool circulait profondément dans le noyau de son corps, absorbant la chaleur, puis était expiré. C'était un système de refroidissement liquide interne, mais avec de l'air. Ce flux d'air unidirectionnel est beaucoup plus efficace que la respiration dedans et dehors des mammifères. Sans ce système respiratoire de type aviaire, le gigantisme à cette échelle serait impossible. Un poumon de mammifère de cette taille suffoquerait ou surchaufferait. Le poumon de dinosaure était le super pouvoir qui leur permettait de briser la barrière de taille. La relation entre les titanosaures et les plantes n'était pas pacifique, c'était une guerre. À mesure que les sauropodes devenaient plus grands et mangeaient plus, les plantes devaient évoluer des défenses pour ne pas s'éteindre. Cette course aux armements évolutifs a façonné les forêts du Crétacé. Beaucoup de plantes, spécifiquement les prêles, qui étaient une source de nourriture importante, sont chargées de silice. La silice est essentiellement du verre. Elle détruit l'émail dentaire. C'est probablement pourquoi les titanosaures ont évolué ce cycle de remplacement dentaire rapide. Ils usaient leurs dents contre du papier de verre biologique. D'autres plantes, comme les conifères, ont développé des cuticules épaisses et cireuses et des aiguilles dures pour rendre la digestion difficile. Certaines ont probablement développé des toxines chimiques, mais l'énorme taille du titanosaure aidait aussi ici. Un foie massif et un grand volume corporel diluent les toxines. Une dose de poison qui tuerait un petit herbivore pourrait juste donner à un titanosaure un léger mal d'estomac. Les habitudes alimentaires de ces géants ont aussi terraformé la planète. Un troupeau d'Argentinosaurus se déplaçant à travers une forêt serait comme une équipe d'abattage. Ils abattaient des arbres, ils piétinaient les broussailles, ils ouvraient des clairières dans la canopée. Cette perturbation était cruciale pour l'écosystème. En abattant de vieux arbres, ils laissaient la lumière du soleil atteindre le sol de la forêt, permettant à de nouvelles plantes de pousser. Ils étaient les jardiniers du Mésozoïque, et puis il y avait les excréments. L'énorme quantité de déchets produits par ces troupeaux déplaçaient les nutriments, l'azote, le phosphore, des zones d'alimentation luxuriantes vers les routes de migration stériles. Ils étaient un tapis roulant de nutriments, fertilisant le continent pendant qu'ils marchaient. Mais pendant que les adultes remodelèrent les forêts, ils devaient constamment surveiller leur dos. Parce que même à 80 tonnes, ils n'étaient pas complètement en sécurité. Il y avait des prédateurs qui ont évolué spécifiquement pour chasser des géants. Les guerres des apex. Dans la formation Uincool, l'Argentinosaurus partageait sa maison avec Mapusaurus roseae. C'était un théropode carcharodontossauridé. Il mesurait environ 40 pieds de long et pesait environ 4 à 6 tonnes. Seul, un Mapusaurus n'avait aucune chance contre un Argentinosaurus adulte. Un seul coup de queue du sauropode pourrait briser les côtes ou la colonne vertébrale du prédateur. Un coup de pied pourrait être fatal. Mais voici la partie effrayante. Les fossiles de Mapusaurus ont été trouvés dans des lits d'os contenant plusieurs individus d'âge différents. Cela suggère fortement qu'ils vivaient et chassaient en gang ou en meute. Une meute de 6 ou 7 Mapusaurus change les mathématiques. Ils n'essaieraient pas d'aborder le titanosaure comme un lion aborde un zèbre. C'est impossible. Au lieu de cela, les paléontologues théorisent qu'ils utilisaient une stratégie appelée pâturage de viande. Ils harcèleraient un géant à mouvement lent. Un prédateur se lancerait, prendrait une énorme bouchée de viande de la patte ou du flanc en utilisant ses dents dentelées comme des couteaux à viande, puis reculerait. Puis un autre attaquerait. Ils n'avaient pas besoin d'éliminer le titanosaure instantanément. Ils avaient juste besoin de le saigner à blanc. C'était la défaite par 1000 coupures, les requins de la terre. Cependant, cette stratégie était risquée. Le titanosaure avait une queue. La queue d'un diplodocidé était comme un fouet, pouvant possiblement briser la barrière du son. La queue d'un titanosaure n'était pas exactement un fouet, mais c'était une massue musculaire massive. Mais l'arme la plus dangereuse que le titanosaure avait était ses pattes avant. Vous vous souvenez de cette griffe massive unique sur le pouce? Et le poids pur.
Si un titanosaure se dressait, ce que les modèles biomécaniques suggèrent être possible pendant de courtes périodes, et tombait, l'impact liquéfierait tout ce qui est en dessous. Ainsi, les prédateurs visaient probablement les faibles, les malades, les vieux et les jeunes. Cette pression de prédation est exactement pourquoi les bébés grandissaient si vite. La seule défense était de devenir trop grand pour mordre. Comment était une journée typique? C'était monotone mais dangereuse. Les preuves d'empreintes suggèrent qu'ils se déplaçaient en troupeaux séparés. Parfois, nous trouvons des empreintes seulement d'adultes. D'autres fois, des groupes mixtes. Il y a une théorie que les juvéniles formaient des garderies ou des gangs d'adolescents, vivant séparés des adultes dans une végétation plus dense, où ils pouvaient se cacher, rejoignant les troupeaux adultes seulement une fois qu'ils atteignaient une taille sûre de peut-être 20 tonnes. Ils dormaient probablement debout ou se reposant sur leur ventre pendant de courtes périodes. S'allonger pour un animal de 80 tonnes est risqué. Se relever demande beaucoup d'énergie et vous laisse vulnérable pendant presque une minute. Ils migraient constamment. Ils ne pouvaient pas rester au même endroit longtemps parce qu'ils mangeraient tout. Un troupeau de Patagotitanes était comme un fléau de criquets. Ils devaient continuer à se déplacer vers des pâturages frais. Ce mouvement constant signifiait que leurs pieds étaient sous un stress constant. Les coussinets de pieds que nous avons mentionnés plus tôt étaient critiques ici. Mais aussi, le terrain importait. Ils restaient sur le terrain ferme des plaines alluviales. Si un animal de 80 tonnes marchait dans un marais ou de la boue molle, il pouvait être piégé. En fait, nous avons des fossiles de dinosaures qui se sont enlisés dans des fosses de boue et y ont péri, incapables de se libérer de l'aspiration. Pour un titanosaure, la rive boueuse d'une rivière était un piège mortel. Que se passait-il dans cette petite tête? Le cerveau d'un sauropode était petit, mais pas primitif. Il était concentré. Les endomoulages montrent qu'ils avaient une vision décente, mais leur sens de l'odorat était probablement excellent. Les bulbes olfactifs étaient grands. Ils pouvaient sentir un prédateur ou une forêt fraîche de conifères à des miles de distance. L'audition était spécialisée. La structure de l'oreille interne suggère qu'ils étaient accordés aux sons de basse fréquence. Tout comme les éléphants et baleines modernes, les titanosaures communiquaient probablement en utilisant des infrasons, des sons trop bas pour que les humains les entendent. Ces grondements bas peuvent voyager des miles à travers le sol et l'air. Un troupeau pouvait coordonner son mouvement sans jamais se voir. Un appel de détresse d'un petit pouvait convoquer les adultes. Cette communication sismique signifiait que leur monde était un paysage de vibrations. Ils pouvaient sentir les pas d'un prédateur à travers la plante de leurs pieds avant même de le voir. Mais malgré leur taille, leur armure et leurs capteurs, ils n'étaient pas invincibles. C'étaient des organismes biologiques et la biologie est fragile. Maladies, sécheresse et os cassés étaient des menaces constantes. Les fossiles racontent une histoire brutale. Nous avons trouvé des côtes de sauropodes qui étaient cassées et guéries. Nous avons trouvé des vertèbres fusionnées par des infections massives. Imaginez marcher avec un orteil cassé quand vous pesez 80 tonnes. La douleur serait atroce. Pourtant, les fossiles montrent que ces animaux ont survécu à des blessures graves. Leurs systèmes immunitaires étaient robustes. Dans un spécimen d'un sauropode apparenté, Camarasaurus, il y a un énorme morceau d'os manquant dans le bassin, probablement une marque de morsure d'un prédateur comme Allosaurus ou une menace similaire. L'os a guéri, l'animal a vécu. Cette résilience était clé. Dans un monde sans soins médicaux, vous deviez pouvoir coaguler le sang rapidement et combattre les infections bactériennes de dents sales et d'eau de marais. Mais il y avait une chose contre laquelle ils ne pouvaient pas lutter. Le monde changeant. À mesure que la période du Crétacé avançait, les continents continuaient à dériver. Le climat a commencé à changer, les niveaux de la mer ont changé, et de nouvelles plantes plus complexes, les angiospermes à fleurs, ont commencé à prendre le contrôle du monde. Il y a environ 100 millions d'années, une révolution biologique s'est produite. Les fleurs sont apparues, angiospermes. Avant cela, le monde était vert mais pas coloré. Maintenant, les plantes à fleurs se sont répandues rapidement. Elles poussaient plus vite que les gymnospermes. Elles se remettaient plus vite d'être mangées. Pour les titanosaures, c'était un mélange. Les plantes à fleurs ont généralement une valeur nutritionnelle plus élevée, mais elles sont aussi physiquement différentes à manger. Elles sont plus près du sol. Les titanosaures se sont-ils adaptés? Oui, les museaux larges et carrés de certains titanosaures tardifs suggèrent qu'ils sont devenus des aspirateurs au niveau du sol
coupant ces nouveaux tapis verts. Ils étaient adaptables. Ils n'étaient pas figés dans leur forme. Cette adaptabilité a permis aux titanosaures de survivre jusqu'à la toute fin de l'ère des dinosaures. Alors que d'autres lignées de sauropodes s'éteignaient, les titanosaures continuaient. C'étaient les survivants. Ils sont arrivés à la ligne d'arrivée. Mais avant que le ciel ne tombe, ces géants avaient un dernier chapitre de domination à écrire. Ils ne sont pas restés seulement en Argentine. À la fin du Crétacé, ils avaient conquis chaque continent sur Terre. Pendant des millions d'années, l'Amérique du Nord était vide de sauropodes. Ils s'étaient éteints là au milieu du Crétacé. Le paysage était dominé par des dinosaures à bec de canard et des cératopsiens à cornes. Mais il y a environ 70 millions d'années, à l'âge maastrichtien, les géants sont revenus. Ils ont traversé un pont terrestre depuis l'Amérique du Sud, marchant à travers la plaque des Caraïbes vers ce qui est maintenant le sud des États-Unis. Le résultat était Alamosaurus sanjuanensis. Ce n'était pas seulement un visiteur, c'était un conquérant. Les fossiles trouvés dans la formation Javelina et la formation Ojo Alamo montrent qu'Alamosaurus était un monstre absolu. Les estimations précoces le plaçaient à 50 ou 60 pieds, mais des découvertes récentes de vertèbres massives suggèrent qu'il pouvait grandir jusqu'à 100 pieds et peser plus de 80 tonnes. Il rivalisait avec l'Argentinosaurus en taille. Mais voici l'affaire. Il vivait dans le même quartier que le Tyrannosaurus rex. Cela change toute la dynamique du Crétacé tardif en Amérique du Nord. Nous pensions que le T-Rex chassait Triceratops. Mais dans le sud, le T-Rex devait faire face à une proie qui était 10 fois sa taille. Un Alamosaurus adulte était immunisé contre le T-Rex. Un T-Rex pèse 8 ou 9 tonnes. L'Alamosaurus pesait 80. Les mathématiques ne fonctionnent tout simplement pas pour le prédateur. Cependant, les juvéniles étaient des proies justes. Cela a créé un écosystème brutal dans l'ancien Texas. L'Alamosaurus devait grandir incroyablement vite pour échapper à la zone T-Rex. La découverte d'Alamosaurus prouve que ces géants n'étaient pas seulement des reliques stupides, attendant de mourir. C'était une espèce invasive qui pouvait marcher vers un nouveau continent, déplacer les locaux et prospérer dans un environnement semi-aride, plein de prédateurs apex. Comme nous l'avons mentionné, ils ne pouvaient pas courir. Ainsi, certaines lignées ont décidé d'arrêter d'essayer d'être rapides et ont commencé à essayer d'être impénétrables. Dans la formation Lecho d'Argentine, les paléontologues ont trouvé un titanosaure plus petit appelé Saltasaurus. Il mesurait seulement environ 40 pieds de long et pesait environ 7 tonnes. Petit selon les standards des titanosaures, mais la partie folle est ce qu'ils ont trouvé sur sa peau. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que la peau des sauropodes était simplement coriace, comme celle d'un éléphant. Saltasaurus a changé cela. Sa peau était incrustée de milliers de nodules osseux appelés ostéodermes. Ils allaient de la taille d'un pois à la taille d'une assiette. C'était une cotte de mailles biologique. Pourquoi un dinosaure aurait-il besoin d'une armure? Ce n'est pas si simple. L'armure n'était pas assez épaisse pour empêcher la dent de 6 pouces d'un grand théropode de pénétrer. Cependant, elle aurait pu les protéger des attaques de déchirure. Si un prédateur essayait de déchirer le côté d'un Saltasaurus, ses griffes heurteraient de l'os au lieu de la chair molle. Cette armure servait aussi un but secondaire, le stockage de minéraux. En temps de sécheresse ou pendant la production d'œufs, le dinosaure pouvait réabsorber ses os pour récupérer les nutriments. C'était une banque de calcium ambulante. Cette adaptation montre que les titanosaures évoluaient de manière radicale jusqu'à la fin. Ils n'étaient pas figés. Ils expérimentaient avec la défense. Pendant qu'Alamosaurus devenait plus grand au Texas, quelque chose d'étrange se passait en Europe. Au Crétacé tardif, l'Europe n'était pas un continent. C'était un archipel d'îles tropicales. Une de ces îles, connue sous le nom d'île Ateg, était la maison d'un titanosaure appelé Magyarosaurus dacus. Mais Magyarosaurus n'était pas un géant. Il était minuscule. Il mesurait seulement 19 pieds de long et pesait environ 2000 livres. C'est la taille d'un grand cheval ou d'une vache. C'est un phénomène biologique appelé nanisme insulaire. Quand de grands animaux sont piégés sur une île avec de la nourriture et de l'espace limité, ils rétrécissent. L'évolution sélectionne des corps plus petits parce qu'ils ont besoin de moins de calories. Magyarosaurus est génétiquement un titanosaure. Il a le même plan corporel, le même long cou, la même queue, mais il est miniaturisé. Il vivait aux côtés d'autres dinosaures nains, y compris un petit dinosaure à bec de canard. Cependant, les prédateurs sur l'île Ateg ne rétrécissaient pas.
Le prédateur apex là-bas était un ptérosaure géant appelé Atzegopteryx. Il avait une envergure de 35 pieds et un bec assez massif pour avaler un bébé Magyarosaurus entier. Ainsi, sur cette île, les titanosaures géants étaient en fait la proie de cigognes géantes de l'enfer. Cela renverse toute la règle de l'immunité des sauropodes. Allons en Afrique. Dans la formation Bahariya d'Égypte, datant d'environ 44 millions d'années, nous trouvons Paralititan stromeri. Cette bête était massive, estimée à 50 à 60 tonnes. Mais c'est l'habitat qui est choquant. La géologie nous dit que Paralititan vivait dans une mangrove de marée. Imaginez un animal de la taille d'un Boeing 737 marchant à travers la boue et les eaux peu profondes, entouré de fougères géantes et de racines de mangrove. Vivre dans un marais est dangereux pour un animal lourd. S'il s'enlisait, il périssait. Mais Paralititan avait des pieds larges pour distribuer son poids comme des raquettes à neige. Il se nourrissait probablement de la végétation luxuriante le long du bord de l'eau. Il partageait cet environnement avec Spinosaurus, le dinosaure carnivore le plus grand jamais. Bien que Spinosaurus mangeait principalement du poisson, un Paralititan jeune ou enlisé aurait été une cible facile. La découverte de Paralititan prouve que les titanosaures n'étaient pas seulement des animaux des plaines ouvertes. Ils étaient adjacents aux amphibies. Ils ont conquis les côtes. Cette adaptabilité est clé pour comprendre pourquoi ils ont été si réussis. Ils pouvaient vivre n'importe où il y avait de la nourriture verte. Créer la prochaine génération. C'est la question que tout le monde pose, mais peu de manuels répondent. Comment deux animaux de 80 tonnes s'accouplent-ils sans s'écraser mutuellement? C'est un problème de physique. Si un mâle Argentinosaurus montait une femelle de la manière dont un lion ou un chien le fait, ses 80 tonnes de poids se concentreraient sur ses hanches. Il pourrait lui briser la colonne vertébrale. Il y a quelques théories. Le scénario le plus probable est une position de montage modifiée où le mâle repose la plupart de son poids sur ses propres pattes arrière, utilisant la femelle seulement pour l'équilibre, pas pour le support. La queue devrait être levée haut ou tordue sur le côté. La femelle titanosaure devait probablement être consentante. Si elle ne voulait pas s'accoupler et bougeait, le mâle pouvait tomber et se casser une patte. Une patte cassée pour un animal de 70 tonnes est une condamnation à mort. Cela implique qu'il y avait un rituel de cours complexe. Ils devaient communiquer. Peut-être utilisaient-ils leurs coups pour enlacer les coups comme les girafes, ou peut-être utilisaient-ils des grondements de basse fréquence pour signaler la disposition. Il pourrait y avoir eu des expositions de couleurs. La peau sur leur cou ou voile dorsal pouvait rougir avec du sang pour signaler la virilité. Ce n'était pas juste un acte sans signification, c'était une manœuvre coordonnée à haut risque où un glissement pouvait signifier la fin pour les deux parties. Nous avons parlé des dents et de la taille, mais nous n'avons pas parlé de la queue. Chez les diplodocidés, la queue était longue et mince, comme un fouet. Les modèles informatiques suggèrent que la pointe pouvait bouger assez vite pour briser la barrière du son, créant un bang sonique. Un claquement comme un tonnerre. Les titanosaures avaient des queues légèrement différentes. Elles étaient plus épaisses et plus musclées. Elles ne claquaient peut-être pas comme un fouet, mais agissaient comme une masse médiévale. Le muscle codofemoralis longus, qui connecte la queue à l'os de la cuisse, était massif. Ce muscle tirait la jambe vers l'arrière pour marcher, mais permettait aussi à la queue de se balancer avec une force immense. Si un Mapusaurus s'approchait par derrière, un coup latéral de la queue d'un Patagotitan délivrerait une force d'impact de milliers de livres. Il pourrait briser des côtes, casser des mâchoires ou renverser un prédateur de 6 tonnes. Mais voici le piège. Ils ne voyaient pas très bien derrière eux. L'attaque de queue était probablement un réflexe aveugle. S'ils sentaient une morsure sur leur flanc, ils balançaient la queue vers la douleur. La queue servait aussi de troisième patte. Quand ils se dressaient pour atteindre des branches hautes, la queue pressait contre le sol pour former un trépied, stabilisant le corps massif. Restait-il au même endroit? Non. Un animal qui mange 500 livres de nourriture par jour nettoie une forêt rapidement. Il devait être nomade. Nous avons des preuves de cela à partir de l'émail dentaire. Les isotopes d'oxygène dans les dents préservent un enregistrement de l'eau que l'animal buvait. Différentes sources d'eau ont différentes signatures chimiques. En analysant ces isotopes, les scientifiques ont trouvé que certains sauropodes migraient sur des centaines de miles saisonnièrement. Ils poursuivaient la vague verte.
À mesure que les pluies se déplaçaient à travers le continent, les troupeaux suivaient la croissance fraîche. Créer la prochaine génération. C'est la question que tout le monde pose, mais peu de manuels répondent. Comment deux animaux de 80 tonnes s'accouplent-ils sans s'écraser mutuellement? C'est un problème de physique. Si un mâle Argentinosaurus montait une femelle de la manière dont un lion ou un chien le fait, ces 80 tonnes de poids se concentreraient sur ses hanches. Il pourrait lui briser la colonne vertébrale. Il y a quelques théories. Le scénario le plus probable est une position de montage modifiée où le mâle repose la plupart de son poids sur ses propres pattes arrière, utilisant la femelle seulement pour l'équilibre, pas pour le support. La queue devrait être levée haut ou tordue sur le côté. La femelle titanosaure devait probablement être consentante. Si elle ne voulait pas s'accoupler et bougeait, le mâle pouvait tomber et se casser une patte. Une patte cassée pour un animal de 70 tonnes est une condamnation à mort. Cela implique qu'il y avait un rituel de cours complexe. Ils devaient communiquer. Peut-être utilisaient-ils leurs coups pour enlacer les coups comme les girafes, ou peut-être utilisaient-ils des grondements de basse fréquence pour signaler la disposition. Il pourrait y avoir eu des expositions de couleurs. La peau sur leur cou ou voile dorsal pouvait rougir avec du sang pour signaler la virilité. Ce n'était pas juste un acte sans signification, c'était une manœuvre coordonnée à haut risque où un glissement pouvait signifier la fin pour les deux parties. Nous avons parlé des dents et de la taille, mais nous n'avons pas parlé de la queue. Chez les diplodocidés, la queue était longue et mince, comme un fouet. Les modèles informatiques suggèrent que la pointe pouvait bouger assez vite pour briser la barrière du son, créant un bang sonique, un claquement comme un tonnerre. Les titanosaures avaient des queues légèrement différentes. Elles étaient plus épaisses et plus musclées. Elles ne claquaient peut-être pas comme un fouet, mais agissaient comme une masse médiévale. Le muscle caudofemoralis longus, qui connecte la queue à l'os de la cuisse, était massif. Ce muscle tirait la jambe vers l'arrière pour marcher, mais permettait aussi à la queue de se balancer avec une force immense. Si un Mapusaurus s'approchait par derrière, un coup latéral de la queue d'un Patagotitan délivrerait une force d'impact de milliers de livres. Il pourrait briser des côtes, casser des mâchoires ou renverser un prédateur de 6 tonnes. Mais voici le piège. Ils ne voyaient pas très bien derrière eux. L'attaque de queue était probablement un réflexe aveugle. S'ils sentaient une morsure sur leur flanc, ils balançaient la queue vers la douleur. La queue servait aussi de troisième patte. Quand ils se dressaient pour atteindre des branches hautes, la queue pressait contre le sol pour former un trépied, stabilisant le corps massif. Restait-il au même endroit? Non. Un animal qui mange 500 livres de nourriture par jour nettoie une forêt rapidement. Il devait être nomade. Nous avons des preuves de cela à partir de l'émail dentaire. Les isotopes d'oxygène dans les dents préservent un enregistrement de l'eau que l'animal buvait. Différentes sources d'eau ont différentes signatures chimiques. En analysant ces isotopes, les scientifiques ont trouvé que certains sauropodes migraient sur des centaines de miles saisonnièrement. Ils poursuivaient la vague verte. À mesure que les pluies se déplaçaient à travers le continent, les troupeaux suivaient la croissance fraîche. Dans la formation Cedar Mountain, les couches de sol montrent des saisons humides et sèches distinctes. Les troupeaux se déplaçaient probablement vers les hautes terres pendant la saison humide et se retiraient dans les vallées fluviales pendant la saison sèche. Ce mouvement constant a créé ce que les scientifiques appellent des autoroutes de méga-herbivores. Imaginez un chemin usé par des milliers d'animaux de 80 tonnes. Ils auraient compacté le sol si dur que les plantes ne pouvaient pas pousser sur le sentier pendant des années. Ces sentiers sont devenus les artères du Mésozoïque. Ils agissaient aussi comme disperseurs de graines. Un titanosaure mange un fruit ou un cône à 50 miles de distance, marche pendant 2 jours, puis dépose les graines dans un énorme tas d'engrais. Ils étaient à la raison pour laquelle les forêts pouvaient se déplacer et s'étendre à travers le continent. Nous devons revenir au comment. Pourquoi un mammifère ne peut-il pas être aussi grand? Le mammifère terrestre le plus grand était Paraceratherium, un parent ancien du rhinocéros. Il pesait peut-être 20 tonnes. L'Argentinosaurus pesait 80. Pourquoi l'écart? Cela se réduit à l'oxygène. Les poumons des mammifères sont inefficaces. Nous inspirons, mélangeons de l'air frais avec de l'air vicié et expirons. Nous laissons beaucoup d'air mort dans nos poumons. Les titanosaures avaient le système respiratoire de type oiseau. Ils avaient des sacs aériens dans toute leur cavité corporelle. Quand ils inspiraient, l'air allait au sac postérieur.
Quand ils expiraient, cet air se déplaçait vers les poumons. Cela signifie que de l'air frais et riche en oxygène circulait constamment sur leur tissu pulmonaire, à la fois quand ils inspiraient et expiraient. Ils extrayaient le double d'oxygène de chaque respiration qu'un mammifère. Cette super efficacité leur permettait d'alimenter leur corps massif sans avoir besoin d'un cœur de la taille d'une voiture. Cela leur permettait de se débarrasser de la chaleur résiduelle. Sans cette technologie biologique spécifique, le titanosaure serait une impossibilité évolutive. Nous approchons de la fin de la ligne. La date est 66,5 millions d'années en arrière. L'astéroïde n'a pas encore frappé, mais le monde tombe déjà malade. Dans ce qui est maintenant l'Inde, la Terre s'est ouverte. Les trappes du Deccan, une province volcanique massive, ont commencé à entrer en éruption. Ce n'était pas un volcan normal. C'était un événement de basalte d'inondation. La lave a couvert des centaines de milliers de miles carrés. Ces éruptions pompaient des quantités massives de dioxyde de carbone et de soufre dans l'atmosphère. La planète a commencé à se réchauffer rapidement. Puis, le soufre a causé des pluies acides. Les océans ont commencé à s'acidifier. Sur Terre, le stress était visible. La diversité fossile dans le Maastrichtien très tardif semble diminuer dans certaines zones. Les titanosaures étaient durs, mais ils étaient sous pression. La pluie acide endommageait les plantes qu'ils mangeaient. Le climat changeant perturbait les moussons dont ils dépendaient pour migrer. Certains paléontologues soutiennent que les dinosaures étaient déjà des morts-vivants avant l'astéroïde. D'autres disent qu'ils s'en sortirent bien. Mais les preuves suggèrent que l'écosystème devenait instable. Dans la formation Hell Creek, Alamosaurus tenait encore bon. En Amérique du Sud, les titanosaures étaient encore dominants, mais l'environnement se retournait contre eux. Ils avaient survécu pendant 100 millions d'années. Ils avaient survécu aux prédateurs, aux sécheresses et aux continents changeants. Mais ils étaient sur le point de faire face à un événement d'énergie cinétique qu'aucune adaptation biologique ne pouvait arrêter. Une dernière histoire avant la fin. À Madagascar, la formation Maevarano nous donne un aperçu de ce stress pré-astéroïde. Ici vivait Rapetosaurus, un titanosaure. Le climat à Madagascar à la fin du Crétacé était brutal. Des sécheresses extrêmes et punitives suivies de violentes inondations soudaines. Nous trouvons des lits d'os ici qui sont horribles. Des centaines d'animaux sont morts ensemble autour de points d'eau secs. Ils sont morts de soif et de faim. Les fossiles montrent des signes de charognage désespérés. Majungasaurus mangeait les cadavres. Mais le grand nombre de titanosaures morts suggère que les cycles de boom et buste devenaient plus extrêmes. Un fossile d'un bébé Rapetosaurus montre qu'il est mort de faim seulement quelques semaines après l'éclosion. Le monde devenait un endroit plus difficile à vivre. Les titanosaures étaient les maîtres de la Terre, mais la Terre se préparait à tirer son arme finale. Les volcans en Inde empoisonnèrent l'air et les troupeaux diminuaient, mais le pire était encore à venir. Très haut au-dessus, l'évidence de Tanis. Pendant que le ciel brûlait, la Terre bougeait. L'impact a déclenché un méga tremblement de terre estimé à magnitude 10 ou 11. Pour mettre cela en perspective, un tremblement de terre de magnitude 11 est environ 1000 fois plus puissant que le grand tremblement de terre du Chili de 1960. Les ondes sismiques ont ondulé à travers la croûte terrestre. Dans le Dakota du Nord, sur un site appelé Tanis, nous avons des preuves physiques de ce moment. Les fossiles montrent des poissons avec des sphérules d'impact coincées dans leurs branchies. Ils ont été jetés sur un banc de sable par une seiche, une onde stationnaire dans une mer intérieure causée par le sol tremblant. Cela prouve que les effets étaient globaux en minutes. Dans les océans, l'impact a créé des méga-tsunamis. Certaines vagues étaient estimées à 100 à 300 mètres de haut. Mais initialement, il y a eu une vague de bord qui pourrait avoir été de 1,5 km de haut. Ces vagues se sont écrasées sur les côtes de l'Amérique du Nord, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, balayant la Terre sur des miles à l'intérieur. Tout paralititane vivant dans les mangroves côtières a été instantanément noyé et enterré sous des tonnes de sédiments. Le chaos géologique était total. Mais pour les titanosaures qui ont survécu à l'explosion, au feu et aux vagues, le vrai monstre commençait à peine. L'astéroïde a frappé une couche de roches riche en gypse. Cela a vaporisé le soufre et l'a injecté dans la stratosphère. Ce soufre s'est mélangé à la vapeur d'eau pour former des aérosols d'acide sulfurique. Ces aérosols sont hautement réfléchissants. Ils ont formé une couverture globale qui a bloqué le soleil. Ce n'était pas juste un jour nuageux, c'était l'obscurité. On estime que la lumière du soleil atteignant la surface est tombée à 1% des niveaux normaux.
Cela a arrêté la photosynthèse complètement. Le plancton dans l'océan est mort. Les fougères, les conifères et les nouvelles plantes à fleurs sur Terre se sont fanées et sont mortes. La fabrique de nourriture de la planète s'est éteinte. Et comprenez ceci, il a fait froid. La température globale a chuté. La Terre serre du Crétacé est devenue une boîte à glace. Les températures pourraient avoir chuté de 20 à 30 degrés Celsius. Pour un titanosaure, c'était la fin du jeu. Ces animaux étaient adaptés à un monde chaud. Ils n'avaient pas de fourrure. Ils n'avaient aucun moyen de réguler leur température corporelle dans des conditions de gel. Si le froid ne les détruisait pas, la faim le faisait. Vous vous souvenez des mathématiques des calories? Un titanosaure avait besoin de 100 000 calories par jour. Il avait besoin de 500 livres de végétation fraîche quotidiennement. Quand les plantes sont mortes, l'approvisionnement alimentaire a disparu. Un Alamosaurus de 20 tonnes ne pouvait pas simplement brouter des racines ou des graines. Il avait besoin de volume. Les petits mammifères, nos ancêtres, ont survécu parce qu'ils étaient minuscules. Ils pouvaient vivre d'insectes, de cadavres en décomposition et de graines enterrées dans le sol. Une banque de graines peut durer des années. Une forêt, non. Les titanosaures étaient des mangeurs en vrac spécialisés. Ils étaient enfermés dans un style de vie spécifique qui nécessitait un écosystème fonctionnel. Quand l'écosystème s'est brisé, ils n'avaient pas de plan B. Ils ont probablement écorcé l'écorce restante des arbres morts. Ils auraient pu essayer de manger la végétation morte. Mais en semaines ou mois, la famine a commencé. Un animal de 80 tonnes mourant de faim est une vue tragique. À mesure que leurs réserves de graisse s'épuisaient, ils seraient devenus léthargiques. Les troupeaux auraient cessé de bouger. Ils se seraient rassemblés autour de sources d'eau de plus en plus rares, mourant un par un. Les charognards, les grands théropodes comme le T-Rex ou les abélisauridés, auraient festoyé pendant un court moment. Il y avait beaucoup de viande. Mais finalement, la viande a pourri et les prédateurs sont aussi morts de faim. Certaines personnes demandent, ont-ils survécu plus longtemps dans l'hémisphère sud? Il est possible que les effets aient été légèrement retardés ou moins sévères dans l'extrême sud, plus loin de l'impact au Mexique. Peut-être que les titanosaures en Patagonie ont eu quelques semaines ou mois de plus que ceux du Texas. Mais la circulation atmosphérique mélange l'air globalement très rapidement. Le nuage de poussière et de soufre aurait couvert l'hémisphère sud en semaines. Et le froid aurait été pire dans le sud parce qu'il était déjà plus près du cercle antarctique. Les broussailles semi-arides de la Patagonie sont devenues des landes gelées. Nous n'avons aucune preuve de sauropodes survivant au-delà de la limite KPG. Pas un seul os. Il semble que l'extinction ait été absolue. La lignée qui avait commencé au Trias, survécu au Jurassique et conquis le Crétacé, a été éliminée à 100%. Qui a survécu à l'apocalypse? Espèces d'eau douce. Crocodiles, tortues et poissons d'eau douce s'en sont sortis étonnamment bien. Les écosystèmes d'eau douce sont basés sur des détritus qui viennent de la terre. Même si les plantes sont mortes, les fonds des rivières étaient pleins de matière en décomposition à manger. Petits mammifères, ils étaient fouisseurs et omnivores. Oiseaux, spécifiquement les oiseaux terrestres avec des becs capables de manger des graines. Les oiseaux avec des dents et les oiseaux qui vivaient dans les forêts sont morts. Seules quelques lignées d'oiseaux modernes ont réussi à passer. Pourquoi des oiseaux et pas des bébés titanosaures? Les oiseaux grandissent vite mais restent petits. Un bébé titanosaure commence petit mais est génétiquement programmé pour devenir énorme. Il a besoin de ressources massives pour alimenter cette croissance. Dans un monde pauvre en ressources, cette programmation génétique était un défaut fatal. Fondamentalement, si vous pesiez plus de 55 livres, vos chances de survie étaient effectivement zéro. Les titanosaures n'ont jamais eu une chance. Comment savons-nous tout cela? Ce n'est pas juste une théorie. C'est dans les roches. Partout dans le monde, il y a une fine couche d'argile appelée la limite KPG. Dans cette argile, nous trouvons des niveaux élevés d'iridium. L'iridium est rare sur Terre mais commun dans les astéroïdes. Sous cette ligne, des os de dinosaures partout, ufs de titanosaures, fémurs, dents. Au-dessus de cette ligne, rien, pas un seul fossile de dinosaure non aviaire. Dans le bassin de San Juan, nous pouvons voir cette ligne. Vous pouvez littéralement mettre votre doigt sur le moment où le monde s'est terminé. Sous votre doigt, Alamosaurus régnait. Au-dessus de votre doigt, seulement le silence. Il y a eu des affirmations de dinosaures du Paléocène,
des fossiles trouvés au-dessus de la ligne. Mais presque tous ceux-ci se sont avérés être des fossiles retravaillés, de vieux os lavés du sol et réenterrés dans de la boue plus récente. Le consensus est clair, l'extinction a été soudaine et totale. Après l'impact, le monde est resté silencieux. Le registre fossile montre un pic de champignons. Immédiatement après la couche d'impact, il y a une augmentation massive des spores de champignons. Pourquoi? Parce que tout pourrissait. Les champignons sont les décomposeurs. C'étaient les seules choses prospérant dans les montagnes d'arbres et de dinosaures morts. Sans les titanosaures pour brouter la végétation, la structure des forêts a changé. Pendant des millions d'années, ces géants avaient maintenu les forêts ouvertes, créant des chemins et des clairières. Quand les forêts ont finalement repoussé, des siècles plus tard, elles étaient différentes. C'étaient des jungles denses, à canopée fermée. Les jardiniers étaient répartis. L'architecture de la nature elle-même a changé parce que les architectes étaient morts. Cet effondrement a ouvert la voie aux mammifères. Avec les grands brouteurs disparus, le monde était ouvert pour de nouveaux locataires. Mais il faudrait des millions d'années pour que les mammifères évoluent quelque chose d'approchant la taille d'un dinosaure. Les titanosaures représentent la limite supérieure de la biologie terrestre. L'évolution a jeté tout ce qu'elle avait au problème de la taille, des os creux, une respiration continue, une croissance rapide, et cela a fonctionné. Ils n'étaient pas des échecs évolutifs, c'était une histoire de succès massive qui a duré 140 millions d'années. Les humains n'existent que depuis 300 000 ans. Nous sommes un clin d'œil comparé à eux. Il a fallu un événement cosmique pour les abattre. Si l'astéroïde avait manqué, s'il était arrivé 30 minutes plus tard et que la Terre avait tourné légèrement, atterrissant dans l'océan profond au lieu de la plateforme peu profonde du Yucatan, peut-être que le soufre n'aurait pas été libéré, peut-être que le soleil n'aurait pas été bloqué, peut-être que les titanosaures seraient encore ici et nous non. Mais l'astéroïde n'a pas manqué. Et ainsi, l'ère des géants s'est terminée dans le feu et la glace. Les géants étaient partis, enterrés sous des couches de cendres et d'iridium, mais la vie ne s'est pas arrêtée. À l'ombre de l'extinction, une petite créature poilue est sortie d'un terrier. Elle a regardé un monde sans monstres et, pour la première fois, elle a eu la chance de grandir. Mais l'histoire ne se termine pas dans le passé. La nouvelle technologie révèle des secrets qui ont été enfermés dans la pierre pendant 66 millions d'années. Nous ne devinons plus. Nous les ressuscitons. L'histoire moderne des titanosaures ne se passe pas dans des bibliothèques poussiéreuses à Londres. Elle se passe en ce moment dans les Badlands d'Argentine, spécifiquement la province de Chubut. En 2012, un travailleur de ranch nommé Aurelio Hernandez a trouvé un os au ranch La Flecha. Il ne le savait pas, mais il avait trouvé le fémur d'un patagotitane. Quand les paléontologues du musée paléontologique Egidio Ferruglio sont arrivés, ils ont réalisé l'ampleur de la découverte. Habituellement, vous trouvez un dinosaure. Ici, ils ont trouvé une tombe massive. Il y avait 6 individus distincts de patagotitans enterrés ensemble. Cela a changé la donne. Pour Argentinosaurus, nous n'avons que quelques vertèbres, un tibia et quelques côtes. Il nous manque la tête, la queue et les pieds. Nous devons deviner le reste. Mais avec Patagotitan, nous avions la pierre de Rosette des géants. Nous avions les pattes avant, les pattes arrière, la queue et des parties du cou. Nous pouvions enfin construire une image complète. Mais l'excaver était une opération de grade militaire. Un seul fémur pesait plus de 1100 livres, alors qu'il était encore enfermé dans la roche. Pour sortir ces os, l'équipe a dû utiliser des marteaux pneumatiques, des bulldozers et des grues haute résistance. Ils ont enveloppé les os dans des vestes de plâtre pour les protéger. La veste pour le bloc le plus grand pesait plusieurs tonnes. Ils ont dû construire des routes dans le désert juste pour faire entrer les camions. Cette excavation a pris des années. Elle a nécessité d'enlever des tonnes de roches de grès, couche par couche, avec des brosses et des limes dentaires. Un glissement pourrait détruire un trésor scientifique qui vaut des millions en connaissances. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Le travail physique pur de ressusciter un titanosaure est le travail le plus difficile en science. Une fois que vous amenez les os au laboratoire, la lutte commence. Quelle était sa vraie taille? Il y a 2 principales façons d'estimer la masse d'un dinosaure, et elles donnent souvent des réponses différentes. Méthode 1. Allométrie. Vous mesurez la circonférence du fémur et de l'humérus. Il y a une formule mathématique basée sur les animaux modernes qui prédit le poids corporel total basé sur l'épaisseur des membres. En utilisant cela, Argentinosaurus marque souvent 80 à 100 tonnes.
La méthode 2 est là où l'ingénierie de haute technologie rencontre l'histoire ancienne. Nous l'appelons modélisation volumétrique, et c'est l'étalon or moderne. Oubliez les rubans à mesurer et les jeux de devinettes. Il s'agit de reconstruction numérique. Les scientifiques prennent le squelette fossilisé et le bombardent avec des lasers pour créer un avatar tridimensionnel parfait dans un superordinateur. Une fois qu'ils ont le squelette, ils jouent au docteur Frankenstein. Ils utilisent un logiciel avancé pour envelopper de la viande numérique autour des os virtuels, couche par couche. Ils ajoutent les muscles, insèrent les poumons et remplissent le ventre d'intestin. C'est une simulation biologique complète. Puis ils exécutent les mathématiques. Ils calculent le volume total de la bête et le multiplient par la densité du tissu biologique. Et c'est là que la surprise est arrivée. Les poids ont commencé à baisser. Prenons Dreadnoughtus, par exemple. Les anciennes estimations placèrent ce monstre à 65 tonnes étonnantes. Mais quand l'ordinateur a terminé son analyse volumétrique, ce nombre a chuté à quelque part entre 49 et 59 tonnes. C'est une différence massive. Nous parlons de perdre le poids de 3 éléphants instantanément. Pourquoi la chute? La réponse était dans les os tout le temps, sac aérien. Les modèles ont confirmé que ces géants n'étaient pas des blocs solides de viande. Ils étaient pleins de poches d'air, hautement pneumatisés comme les oiseaux modernes. Ils étaient essentiellement des zeppelins ambulants, conçus pour être aussi légers que possible malgré leur taille. Puis ils exécutent les mathématiques. Ils calculent le volume total de la bête et le multiplient par la densité du tissu biologique. Et c'est là que la surprise est arrivée. Les poids ont commencé à baisser. Prenons Dreadnoughtus, par exemple. Les anciennes estimations plaçaient ce monstre à 65 tonnes étonnantes. Mais quand l'ordinateur a terminé son analyse volumétrique, ce nombre a chuté à quelque part entre 49 et 59 tonnes. C'est une différence massive. Nous parlons de perdre le poids de 3 éléphants instantanément. Pourquoi la chute? La réponse était dans les os tout le temps. Sac aérien. Les modèles ont confirmé que ces géants n'étaient pas des blocs solides de viande. Ils étaient pleins de poches d'air, hautement pneumatisés comme les oiseaux modernes. Ils étaient essentiellement des zeppelins ambulants, conçus pour être aussi légers que possible malgré leur taille. Mais même avec cette ingénierie légère sophistiquée, nous regardons un mur dur. Des géants comme Patagotitan et Argentinosaurus représentent le plafond de verre absolu de la biologie. Ils poussent les limites de ce que les lois de la physique permettent sur cette planète. Les tests de stress biomécanique sur l'ordinateur nous montrent une réalité effrayante. Si vous essayez de construire un animal terrestre beaucoup plus lourd que cela, disons que vous le poussiez à 120 tonnes, la biologie échoue catastrophiquement. Le cartilage qui amortit les articulations du genou se désintégrerait simplement. Il ne peut pas supporter la pression par pouce carré. L'animal essaierait de se tenir debout et ses articulations exploseraient de l'intérieur vers l'extérieur. Les os pourraient tenir, mais les tissus mous se liquéfieraient sous la tension. La gravité est le seul prédateur que vous ne pouvez pas vaincre. Alors quand vous regardez un Argentinosaurus, rappelez-vous que vous regardez la limite théorique maximale de la vie. L'évolution a poussé l'enveloppe jusqu'à ce que la physique pousse enfin en retour et dise « stop ». Le mythe des 150 tonnes. Mais voici le piège. Il y a un fantôme dans la machine. En 1989, dans les champs fossiles chaotiques du sud de l'Inde, une équipe de paléontologues Yadagiri et Ayasami a fait une annonce qui a secoué les fondations du domaine. Ils ont décrit un dinosaure appelé Bruatcaiosaurus matleyi. Ils ont affirmé avoir trouvé un os du tibia, un tibia qui mesurait 2 mètres de long. Si vous faites les calculs sur un os de cette taille en utilisant des équations d'échelle standard, Bruatcaiosaurus aurait pesé quelque part entre 130 et 150 tonnes. Pour mettre cela en perspective, ce poids fait paraître Argentinosaurus comme une berline de taille moyenne à côté d'un camion monstre. Nous parlons d'un animal qui a poussé la limite absolue de la physique biologique. Mais il y a un problème massif. Les preuves de ce titan n'existent plus, les os n'ont jamais été collectés. Selon les rapports, les fossiles étaient situés dans un terrain extrêmement dur, et les conditions climatiques étaient brutales. Ils étaient trop grands, trop lourds et trop fragiles pour être déplacés sans équipement industriel lourd que l'équipe n'avait tout simplement pas. Alors, ils ont pris des photographies, ils ont fait des dessins linéaires, ils ont pris des mesures. Et puis, les os ont été laissés sur le terrain. Des rumeurs ont circulé pendant des décennies sur ce qui s'est réellement passé après.
Certains disent qu'une inondation de moussons a balayé le site, dissolvant les preuves dans la boue. D'autres affirment que les os étaient si fragiles qu'ils se sont littéralement désintégrés en poudre quand ils ont essayé de les extraire. Aujourd'hui, nous avons zéro preuve physique. Seulement un article scientifique de 1989 et une légende. La plupart des paléontologues modernes sont extrêmement sceptiques. Ils soupçonnent que le tibia pourrait avoir été un gros morceau de tronc d'arbre pétrifié, une erreur commune en géologie ou une mauvaise interprétation d'une formation rocheuse. Jusqu'à ce que nous trouvions de nouveaux fossiles dans cette même couche de roche, Bruatcaiosaurus reste une cryptide, un monstre du Loch Ness de la paléontologie. Mais il nous tente avec une possibilité effrayante, que nous n'avons même pas effleuré la surface de la vraie taille maximale encore. Puis il y a le cas d'Amphicoelias fragilimus. C'est le saint Graal des dinosaures perdus. En 1878, pendant l'apogée des guerres des os, le célèbre paléontologue Edward Drinker Cope a affirmé avoir trouvé un morceau d'une vertèbre qui mesurait 5 pieds de haut. Juste un morceau. Si vous reconstruisez la vertèbre complète, elle mesurerait 8 pieds de haut. Cela appartiendrait à un animal similaire à un diplodocus qui mesurait 190 pieds de long. Mais comme le fantôme indien, cet os a disparu. Il a été catalogué, esquissé dans un carnet, puis a disparu des archives. Il s'est probablement désintégré en poudre parce que les conservateurs dans les années 1870 étaient primitifs au mieux. La leçon ici est dure mais nécessaire. Des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. En science, un dessin ne suffit pas. Vous avez besoin de l'os. En ce moment, Patagotitan et Argentinosaurus détiennent la ceinture des poids lourds parce que nous avons vraiment la preuve dure assise dans un coffre. Nous pouvons le toucher, le scanner et le mesurer. Tout le reste n'est qu'une histoire de fantômes. Ainsi, nous avons les os, mais comment connaissons-nous leur histoire de vie? Comment savons-nous quel âge ils avaient quand ils sont morts? Nous les coupons. C'est un domaine appelé paléohistologie et c'est la partie la plus métallique de la science. Les scientifiques prennent une scie à pointe de diamant et coupent une section mince d'une côte ou d'un péroné, un os non critique. Ils polissent cette tranche jusqu'à ce qu'elle soit assez fine pour lire un journal à travers, puis la bombardent avec de la lumière polarisée sous un microscope haute puissance. Ce qu'ils voient à l'intérieur ressemble presque exactement à des cernes d'arbres. Ceux-ci sont appelés lignes de croissance arrêtées, ou elagi. Le concept est simple. Les dinosaures, malgré leur taille, étaient soumis au rythme des saisons. Chaque année, probablement pendant la saison sèche ou un hiver dur quand la nourriture était rare, le métabolisme du dinosaure se réduisait pour économiser de l'énergie. La croissance s'arrêtait ou ralentissait considérablement. Cette pause laissait une ligne sombre et épaisse dans le tissu osseux. En comptant ces lignes, nous pouvons déterminer l'âge au moment de la mort avec une précision incroyable. Cette technique a détruit beaucoup de mythes. Pendant longtemps, les gens pensaient que le T-Rex vivait un siècle. Les anneaux nous disent que le T-Rex vivait vite et mourait jeune, mourant généralement avant 30 ans. Pour les titanosaures, les anneaux racontent une histoire de jeunesse explosive et violente. Quand vous regardez la structure osseuse d'un jeune titanosaure, les espaces entre les anneaux sont massifs. Cela indique des périodes de croissance insensées. Nous parlons de gagner 80 à 100 livres de masse chaque jour. Imaginez un bébé humain gagnant le poids d'un adolescent toutes les 24 heures. La croissance ralentit à mesure que l'énergie est détournée vers la reproduction. Mais voici ce qui est choquant. Les plus vieux titanosaures n'étaient pas anciens. Ils ne vivaient pas jusqu'à 100 ans comme les tortues marines ou les baleines. La plupart des spécimens massifs que nous trouvons dans les musées ont probablement entre 30 et 50 ans. Le coût biologique d'être si grand est immense. Le métabolisme élevé requis pour grandir, si grand, si vite, les brûlait. La biologie est un compromis. Vous obtenez rarement une taille massive, une croissance rapide comme l'éclair et une longévité extrême. Ils étaient construits pour grandir énormément, se reproduire et mourir. Maintenant, parlons de la logistique d'amener ces géants au public. En 2016, le Musée américain d'histoire naturelle à New York a fait face à un cauchemar logistique. Ils voulaient exposer Patagotitan, le roi nouvellement couronné. Ils avaient l'une des plus grandes salles de dinosaures au monde, mais ils avèrent un problème. Le dinosaure mesure 122 pieds de long. La pièce n'était pas assez grande. Quand ils ont assemblé la réplique, la tête ne tenait littéralement pas dans l'espace. Ils ont dû être créatifs.
Ils ont conçu l'exposition pour que le coup de Patago-Titan s'étende hors de la salle d'exposition, à travers la porte principale, et plane près du plafond à côté des ascenseurs, saluant les visiteurs avant même qu'ils achètent leurs billets. Ce n'était pas juste un choix artistique, c'était une nécessité. Cela souligne l'absurdité pure de ces animaux. Ils ne tiennent pas dans nos bâtiments. Ils tiennent à peine dans notre imagination. Pour créer ces expositions, les musées ne sculptent plus seulement de l'argile. C'est dépassé. Aujourd'hui, nous utilisons l'impression tridimensionnelle de grades industriels. Ils scannent les os fossiles originaux en Argentine en utilisant des lasers et la photogrammétrie, créant une carte numérique précise au micron. Puis, ils envoient ces fichiers à des imprimantes tridimensionnelles massives qui sculptent le squelette en mousse de polystyrène haute densité ou fibre de verre. Cette technologie permet aux scientifiques d'effectuer un tour appelé reflet. Souvent, nous trouvons un dinosaure qui est incomplet. Peut-être que nous avons un fémur gauche, mais le droit manque. Dans les anciens temps, les sculpteurs devaient deviner. Maintenant, nous scannons le fémur gauche, le retournons numériquement dans le logiciel et imprimons une image miroir parfaite pour la jambe droite. Cette révolution numérique signifie que nous pouvons partager ces géants avec le monde instantanément. Un musée à Londres, Tokyo et Chicago peut exposer le même Patago-Titan en même temps, tandis que les os réels, fragiles et radioactifs restent en sécurité dans le coffre en Argentine. Nous connaissons les os, mais qu'en est-il de l'animal lui-même? C'est là que nous devons utiliser la biologie médico-légale. Parlons de la couleur. Pour certains petits théropodes, nous avons trouvé des mélanosomes, des paquets de pigments microscopiques préservés dans des plumes fossilisées. Nous savons de quelle couleur était Microraptor, mais nous n'avons pas encore trouvé cela pour la peau de titanosaure. Cependant, nous pouvons utiliser la logique. Ces animaux étaient actifs pendant la journée, ils avaient des yeux complexes, ils n'étaient probablement pas juste gris éléphants ennuyeux. La biologie déteste le monochrome, à moins qu'il n'y ait une raison pour cela. Ils pourraient avoir eu des motifs, des rayures ou des taches pour briser leur énorme silhouette dans les forêts, connues sous le nom de camouflage disruptif. Ou peut-être que les mâles avaient des couleurs vives et rougissantes sur leur cou pendant la saison des amours. Puis il y a le débat sur les tissus mous. Avait-il une trompe? Pendant des années, certains scientifiques ont suggéré que parce que les narines étaient hautes sur la tête, il pourrait avoir eu une proboscide semblable à celle d'un tapir. Mais l'analyse moderne des points d'attache nerveuse faciale suggère que c'est incorrect. Les points d'attache nerveuse pour un muscle de trompe ne sont tout simplement pas là. Les narines hautes étaient probablement une adaptation pour manger sans bloquer leur voie respiratoire ou pour refroidir le cerveau. Le consensus actuel est sans trompe. Mais ils avaient probablement des lèvres charnues couvrant leurs dents pour garder l'émail humide, contrairement aux dents exposées et dentelées d'un monstre de film de crocodile. La posture du cou reste une zone de guerre en science. Tenaient-ils leur cou haut comme une girafe ou bas et horizontaux comme un pont suspendu? La posture neutre ostéologique, comment les os s'emboîtent parfaitement à plat, suggère un cou horizontal. Mais les animaux ne marchent pas dans une posture neutre. Vous ne vous tenez pas dans une posture squelettique neutre, vous utilisez des muscles. Ils avaient probablement une structure massive appelée ligament nucal. Pensez-y comme un câble géant et caoutchouteux qui va des épaules à la tête. Cela agissait comme un câble de pont suspendu passif, soutenant le cou massif avec presque zéro effort musculaire. Cependant, tenir le cou verticalement présente un cauchemar de pression artérielle. Pour pomper le sang 40 pieds vers le haut contre la gravité jusqu'au cerveau, nécessite un cœur de la taille d'une voiture compacte et une pression artérielle qui ferait éclater une artère humaine. À moins que nous ne trouvions un cœur fossilisé, cela reste un puzzle de physique. Et le son. Nous avons mentionné l'infrason, mais soyons spécifiques. Rugissait-il? Probablement pas. Un rugissement nécessite un type spécifique de larynx et de cordes vocales que nous voyons chez les mammifères comme les lions. Les crocodiles et les oiseaux, les parents vivants les plus proches des dinosaures, ne rugissent pas vraiment. Ils sifflent, grondent, croassent ou résonnent. Un titanosaure ne sonnait probablement pas comme Godzilla. Il sonnait probablement comme un mélange entre un train à vapeur libérant de la pression et une basse profonde que vous sentez dans la poitrine au lieu d'entendre avec les oreilles. Il pouvait probablement projeter ce son sur des miles de forêt dense pour garder le troupeau ensemble. Pourquoi sommes-nous si obsédés par eux?
Ce n'est pas juste parce qu'ils sont grands, c'est parce qu'ils nous rappellent que nous sommes petits, et c'est le moins qu'on puisse dire. Les titanosaures ont dominé la planète pendant une période de temps qui fait paraître l'histoire humaine comme une erreur d'arrondi. La lignée des titanosaures a duré environ 70 millions d'années. Les humains sont ici depuis 300 000 ans. Ils ont réussi. Ils étaient durables, ils étaient divers, ils ont vécu sur tous les continents, y compris l'Antarctique. Ils nous enseignent aussi sur le changement climatique. Ils ont vécu dans un monde avec un haut dioxyde de carbone, une terre serre, sans calotte polaire. Étudier comment ils ont fait face à la chaleur et à la végétation changeante nous aide à comprendre notre propre future planète en réchauffement. Ils nous montrent comment les écosystèmes s'adaptent aux extrêmes. Mais ils servent aussi d'avertissement. Un avertissement effrayant. Les organismes les plus puissants, massifs et dominants sur Terre ont été éliminés en un instant géologique. Être trop grand pour échouer est un mythe. Quand l'astéroïde a frappé il y a 66 millions d'années, la taille est devenue une condamnation à mort. Un animal de 70 tonnes a besoin de millions de calories par jour. Quand les plantes sont mortes à cause du nuage de cendres bloquant le soleil, les titanosaures sont morts de faim en semaines. Les petits ancêtres ressemblant à des rats des humains ont survécu parce qu'ils pouvaient vivre de graines, d'insectes et de morts. La leçon est claire. Quand l'environnement change plus vite que vous ne pouvez vous adapter, vous mourrez. Peu importe votre taille, nous sommes actuellement dans l'âge d'or de la paléontologie. Ce n'est pas une science morte. Une nouvelle espèce de dinosaure est décrite environ chaque semaine. Le rythme de la découverte s'accélère. La prochaine frontière est l'Antarctique. Nous savons que les titanosaures étaient là parce que nous avons trouvé leurs restes dans la péninsule antarctique. Mais le reste du continent est verrouillé sous des miles de glace. À mesure que la glace fond, malheureusement à cause du changement climatique causé par l'homme, plus de roches est exposée chaque année. Des expéditions planifient de retourner pour trouver les géants gelés. Nous cherchons les dinosaures qui ont vécu dans l'obscurité polaire, s'adaptant à des mois sans lumière solaire. Hibernaient-ils? Avaient-ils des couches épaisses de graisse? Nous ne le savons pas encore. Et la technologie change la recherche. L'intelligence artificielle rejoint l'équipe. Nous entraînons des modèles d'intelligence artificielle pour analyser des images satellitaires du globe entier. L'intelligence artificielle recherche des couleurs et des textures spécifiques de roches qui indiquent le bon âge géologique et des modèles d'érosion pour les fossiles. Elle peut trouver des sites de fouilles qu'un œil humain passerait à côté en une vie de recherche. Nous utilisons aussi des accélérateurs de particules, des synchrotrons, pour scanner des fossiles au niveau moléculaire. Nous ne regardons plus seulement la forme de l'os. Nous cherchons des traces de protéines originales, de cellules sanguines et de pigments qui ont survécu pendant des millions d'années. Peut-être que nous ne clonerons jamais un patagotitan comme dans les films, l'ADN se décompose trop vite pour cela, mais bientôt nous pourrons simuler leur biologie avec une précision presque parfaite. Nous connaîtrons leur rythme cardiaque, leur pression artérielle et leur efficacité digestive jusqu'à la décimale. L'histoire des titanosaures n'est pas terminée. Nous écrivons seulement les chapitres intermédiaires.